Donc, je dois partir du bas de la bougie jusque là. OK, bon. Ah, OK. Bon, il n'est pas très bien tracé. C'est de ce point bas à ce point bas, sans rien couper. Et là, on a une divergence haussière classique de retournement, puisque si je vais de là à là, on voit bien que là, j'ai un segment qui monte sous l'indicateur, alors que j'ai un segment qui descend sous la courbe des prix. On a même ici une autre divergence qui est postérieure, qui est une divergence baissière cachée. Et là, les gens qui vont vendre ici, en principe, ils vont se casser la figure, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a déjà des acheteurs sur une divergence haussière classique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Raphaël Leblond, donc le directeur France de WH Self Invest, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un webinaire éducatif dans lequel j'invite Antoine Quesada, qui est trader, coach et formateur au trading et qui a récemment publié un livre qui s'appelle Les oscillateurs et leurs divergences, des outils indispensables de l'analyse technique en bourse, qui fait partie en fait de toute une série, une collection de livres des essentiels de l'AFAT. Donc vous voyez ici tous les livres qui ont été publiés, je crois, cette année sur les figures chartistes, les Bollinger, les chandeliers japonais, etc. Donc avec plusieurs auteurs. Cette année, on a invité plusieurs membres de l'AFAT. On a invité Daniel Cohen de Lara. On avait également invité Denis Desclos. Et donc ce soir, je suis très content de pouvoir inviter également Antoine Quesada pour compléter cette collection d'intervenants de l'AFAT. Self Invest d'ailleurs parfois intervient pendant les fameuses soirées de l'AFAT qui se déroulent une fois par mois dans Paris. Bref, donc bonsoir Antoine, bienvenue. Bonsoir Raphaël. Je suis très heureux donc de t'accueillir pour une première fois ensemble. Et donc, je profitais en fait de la sortie de ton livre, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, et j'avais très envie en fait de t'inviter pour parler d'un sujet du trading dont tu es spécialiste. Et je pense que le moment était plutôt à propos quand tu as sorti ce livre sur les oscillateurs et leurs divergences. Donc ce soir, nous allons parler ensemble de cet ouvrage, mais surtout du travail que toi tu as développé ces dernières années, comment tu utilises les oscillateurs, comment tu utilises les divergences que tu fais d'une manière un petit peu particulière. Et donc, on va regarder aussi ensemble sur la plateforme de trading avec quelques exemples, et également Self Invest a développé des outils que vous pouvez toutes et tous déjà utiliser, sur lesquels il y a des stratégies de divergence. Donc ça, c'est ce qu'on verra plutôt vers la fin. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter au-delà de ce que j'ai déjà fait? Eh bien oui, disons que je suis issu d'un milieu qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, je suis un autodidacte, même si ça n'est que dans les pays anglo-saxons que ça présente quelque chose de valorisant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à ne pas trop accorder de ce crédit aux autodidactes, comme si c'était farfelu, un peu apprenti sorcier. Même si on me traitait d'apprenti sorcier, ça ne me dérangerait pas. Donc bref, j'étais directeur commercial d'une grande compagnie aérienne qui s'appelait Air Afrique, tout simplement, jusqu'en 2002. Donc j'avais une très belle situation dans ce qui était mon métier, donc le développement des ventes d'une compagnie aérienne avec une équipe de 30 personnes, cadre supérieur, de très bons revenus, voiture de fonction, tous les avantages, de grosses facilités pour voyager partout dans le monde à des prix défiant toute concurrence, de très bons tarifs aussi dans les grands hôtels de la planète. Donc, j'ai eu une belle vie jusqu'à 42 ans où tout s'est arrêté. Voilà, enfin, tout s'est arrêté. En 2002, pour les moins jeunes d'entre vous, vous vous souvenez que c'est peu après le 11 septembre 2001. En 2001, évidemment, les fameux attentats qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont provoqué un cataclysme mondial, bien entendu, et en particulier et en priorité un cataclysme au sein des compagnies aériennes. Donc bref, pour faire vite, je me suis retrouvé en licenciement économique,
chômage, donc, hein, compagnie aérienne qui a déposé son bilan, comme tant d'autres à cette époque-là. Et à 42 ans, quand on a une très belle situation, qu'on se retrouve au chômage et quand on est dans un secteur d'activité bien plombé, c'était le cas du mien, ben, on se pose beaucoup de questions, on se dit, mais comment rebondir? Et c'est là que tout à fait par hasard, je le dis, j'ai découvert l'analyse technique en regardant un journal financier. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà un plan d'épargne en action que j'avais ouvert sur les conseils de mon beau-père. J'y connaissais strictement rien à la bourse et je dirais même que ça m'intéressait pas plus que ça. L'économie m'intéressait sans plus aussi, hein. Je ne suis pas un fan pur de la vie économique, même si, voilà, comme tout le monde, j'ai prêté une attention plus ou moins importante. Donc, bref, en 2002, je découvre l'analyse technique. Je m'aperçois que ce n'est pas du hasard pur. À l'époque, je venais d'acheter une action qui s'appelait Alcatel et je remarquais en lisant un journal donc, financier que Alcatel faisait 2,15 €, 2,45 €, 2,15 €, 2,45 €. En fait, elle faisait le yo-yo. Et entre 2,15 et 2,45, mine de rien, il y avait 15% de variation. Et elle les faisait dans l'espace de 2-3 jours. Et c'est comme ça que, voilà, tout bêtement, je dis à ma femme, écoute, je vais acheter de l'Alcatel à 2 euros. J'avais mis pris une petite marge de manœuvre. J'avais dit, je vais l'acheter à 2,20 € et je vais la revendre à 2,40 €. Je vous parle de ça, c'était en septembre 2002. Ben, septembre 2002, hein, absolument, puisque j'ai débuté à ce moment-là, à m'intéresser à l'analyse technique. Et donc, j'ai gagné, pour faire simple, hein, puisque l'Alcatel faisait le yo-yo. Hein, je me suis dit, simple calcul de probabilité, si Alcatel fait 2,15, 2,45 deux fois, elle peut bien le faire une troisième fois. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, bon, ça m'a conforté dans l'idée que je n'avais pas gagné par hasard, mais simplement parce que les probabilités faisaient qu'il était probable que en arrivant sur la zone des 2,40, 2,45, Alcatel reparte à la baisse. Évidemment, si ça l'a fait 3 fois, ça pouvait bien le faire une quatrième. Ça ne faisait que renforcer ma confiance dans la probabilité que ce scénario se renouvelle. Et je l'ai fait une deuxième fois. Et en 2-3 jours, ben, mon ordre d'achat non seulement avait été exécuté, mais l'ordre de vente aussi dans la foulée. Bon, ben, j'avoue que là, je pensais avoir trouvé le Saint Graal. Je me dis, ça y est, je n'ai plus de problème. Voilà, ma reconversion est toute faite. Je vais faire 15% de mon capital toutes les semaines et ça va aller très vite, ça va être exponentiel. La vie est merveilleuse. Évidemment, à la troisième fois, ça n'a pas fonctionné. Pour autant, je n'ai pas perdu. Disons que Alcatel n'est jamais revenu sur le niveau d'achat qui était le mien, donc les 2,20 € pour viser 2,40 €, et Alcatel a continué à monter. Et là, évidemment, je n'avais plus de repères. Mais c'est une anecdote, mais c'est la vérité, que c'est ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'avais réalisé que j'avais gagné 2 fois, j'aurais pu perdre, mais j'avais gagné 2 fois avec déjà une certaine stratégie basée sur de la probabilité pure et simple. Donc, à partir de là, j'ai compris que si on pouvait gagner sans que ce soit de la chance, c'est qu'il y avait moyen d'apprendre quelque chose et d'essayer de développer un système qui permettrait d'avoir raison plus souvent que tort et ainsi donc de gagner régulièrement sur les marchés. Donc voilà, à partir de là, je vous la fais courte, je me suis plongé dans tout ce qui existait en termes d'analyse technique, j'ai commencé à regarder des outils, j'ai commencé à essayer d'exploiter des rebonds sur des supports ascendants obliques. Donc tout ça, c'était parfait. Bon, je m'apercevais que parfois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. J'avais tendance à sortir de mes positions lorsque j'avais une figure chartiste du genre avalement baissier ou arami baissier ou étoile du soir, etc. Bon, ok, je faisais comme ça, mais parfois j'étais frustré de voir que j'étais sorti trop tôt parce que finalement, cet avalement haussier, alors que j'étais acheteur à la hausse et que tout se passait bien, pardon, cet avalement baissier, au bout de quelques bougies, hop, le marché repartait à la hausse. Donc, frustration. Je m'étais dit, oui, c'est pas mal, mais il faut améliorer. Et donc, voilà, là aussi, je vais vous la faire courte. Donc, j'ai passé des années à fouiller un petit peu tous les outils, à les assembler entre eux, à les combiner, à voir ce qui marchait le mieux et d'améliorer mes performances. Ensuite, j'ai découvert qu'il ne servait à rien de gagner 4 fois sur 5 si la cinquième fois je perdais plus que je n'avais gagné dans les 4 fois précédentes. Donc là, j'ai compris qu'il fallait impérativement des règles strictes de money management pour limiter les dégâts quand ça tournait mal. Et à partir de là, bon, j'ai commencé à être rentable et content de voir que je progressais et content de voir que on peut construire une stratégie suffisamment fiable pour qu'elle vous donne un avantage concurrentiel, compétitif et qui vous permette, en respectant les règles, avec la rigueur nécessaire et le money management, comme je viens de le dire, d'avancer. Donc voilà, cette passion ne m'a plus jamais quitté. Et donc depuis 2002, donc depuis cette reconversion en quelque sorte, je suis là et j'ai développé sans arrêt des outils qui me permettaient d'être plus efficace. Alors pour les divergences, j'en parle dans le premier chapitre de mon livre, justement pour expliquer
comment je me suis intéressé aux divergences. Et je l'explique par un phénomène très, très particulier. C'était en 2008, vous voyez, quand le marché commençait à se retourner. Là, moi, j'avais tendance à vendre à découvert, donc à shorter des valeurs comme ArcelorMittal, Vallourec, qui perdaient 10-12% en séance. Hein. Et bon, donc je prenais le train de la baisse assez facilement, puisque la tendance était très forte à la baisse. Et vers 16h, 16h30, qu'est-ce qui se passait le plus souvent? Hop, je voyais cette même valeur remonter fortement. À l'époque, je travaillais sur le carnet d'ordre de mon broker. Je n'étais pas un spécialiste du carnet d'ordre, mais enfin, j'avais des ordres qui s'affichaient, donc je pouvais voir ce qui se passait un peu. Et je m'étais rendu compte que vers 16h, 16h30, alors que ArcelorMittal, par exemple, perdait déjà une dizaine de pourcents, la valeur se mettait à remonter et sur le carnet d'ordre, je voyais un gros ordre d'achat qui laissait entendre qu'effectivement, il y avait un gros acheteur qui allait acheter de l'ArcelorMittal, que ça allait remonter. Et effectivement, je voyais que les cours repartir à la hausse. Alors que moi, j'étais vendeur, comment dire, avec des gains latents, mais je voyais bien que mes bénéfices latents, enfin, ma plus-value latente, comme on dit, elle se réduisait puisque le cours remontait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que je vois? Je vois que cet ordre d'achat, ce gros ordre d'achat, là, bien visible au carnet, il disparaît. Il disparaît, non sans avoir d'abord attiré des acheteurs, puisque les petits que nous étions, ben moi j'étais déjà à la baisse, donc je rachetais ma position, donc je sortais de ma position. Ma position short, je vais la couper, donc je devenais acheteur de ma propre position et je contribuais moi-même à faire remonter le cours. Et les petits acheteurs qui se mettaient à suivre le gros acheteur faisaient la même chose. Sauf qu'à un moment donné, le gros acheteur, ben, il disparaissait et on voyait les cours repartir à la baisse. Et donc, quand j'ai vécu ce phénomène à plusieurs reprises, je me suis rendu compte, puisque j'étais frustré, je me suis dit, mais attends, j'ai eu raison sur le sens, j'ai eu raison même sur l'objectif, et au final, je sors avec un petit gain parce que j'ai cru que le marché se retournait. Et en fait, c'est à force d'observer le comportement, et là, je viens directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que sont les divergences, c'est à force de regarder le comportement. À l'époque, j'avais choisi un stochastique, c'est toujours mon outil principal hein, en termes d'indicateur, même si j'utilise aussi un RSI. Je m'étais rendu compte que ben, qu'à chaque fois, ben, j'avais l'indicateur qui montait très fort, qui allait même en zone de surachat. Le cours, évidemment, montait lui aussi, puisque l'indicateur ne fait que suivre le cours. Et c'est là où, effectivement, certains vous diront, mais ça ne sert à rien, un indicateur, puisque l'indicateur, il a du retard par rapport au cours. Mais ce qui est intéressant, justement, ce n'est pas ça la question. C'est de voir qu'à un moment donné, l'indicateur peut faire des choses que le cours ne fait pas. Cette remontée du cours, effectivement, qui était réelle, puisqu'il y avait des rachats de short, dont le mien, plus des petits acheteurs, cette remontée des cours, effectivement, elle réduisait ma plus-value latente à la baisse. Mais ce qui se passait surtout, c'est que l'indicateur, donc le stochastique, il montait beaucoup plus que ne le faisait le cours. On arrivait même en zone de surachat alors que le cours était monté beaucoup moins que ne l'avait fait l'indicateur, toute proportion gardée. En clair, l'indicateur faisait un haut plus haut que le haut précédent, alors que le cours, lui, faisait un haut moins haut que le précédent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? Ça repartait à la baisse. Et c'est comme ça que je commençais à déceler, à détecter ce qui est en fait une divergence baissière cachée. Et c'est, encore une fois, c'est l'anecdote que je mentionne dans le premier chapitre de mon livre. Et je me suis rendu compte, à partir de là, qu'effectivement, avec cet outil-là, cette notion de divergence cachée, qui n'est pas plus cachée que les autres, hein, c'est un terme qui lui a été donné, ce n'est pas une divergence de retournement de tendance, c'est une divergence de continuation de tendance, donc d'accompagnement d'une tendance qui est déjà en place. Donc, il y a l'importance déjà de voir comment est la tendance de fond avant de chercher même à exploiter une divergence cachée. Donc, Oui. voilà, bien malgré moi, à force d'observer ce phénomène, j'ai réalisé que cet outil, il allait m'aider considérablement. Et à partir de là, ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai commencé à vraiment explorer tout cet univers des divergences en lisant des choses qui existaient déjà à droite à gauche et puis en développant moi-même des recherches plus affinées pour vraiment en faire une vraie méthode et pas simplement un outil qui me permette d'améliorer des performances. Donc voilà comment l'expérience du terrain m'a mis le pied à l'étrier de cette notion de divergence cachée. À partir de là, c'est un outil qui est fabuleux. Donc voilà, donc non seulement je me faisais plus piéger par les gros ordres d'achat qui prétendaient être des acheteurs sur un bas niveau, puisqu'en fait, c'était simplement des vendeurs qui n'avaient pas la contrepartie acheteuse. Un vendeur qui veut vendre et qui n'a pas la contrepartie, dans la mesure où il est gros, il peut très bien passer un ordre, évidemment qui ne sera jamais exécuté, mais au moins il est visible au carnet et il attire d'autres acheteurs potentiels. Ça n'est qu'un leurre. Et quand le carnet d'ordre est garni pardon, à l'achat, eh bien,
le gros acheteur soi-disant, mais il passe vendeur, il trouve la contrepartie pour satisfaire son intention première qui était celle de vendre. Donc voilà, c'est un outil purement visuel. Moi, je suis très visuel et cet outil, ben, forcément, il m'a évité des accidents, mais ensuite, il m'a permis d'en faire une vraie stratégie que j'exploite et qui est mon cheval de bataille aujourd'hui. Voilà ce qui m'a Ok, mis le pied à l'étrier. Et très clair. paradoxalement, vous voyez, ce ne sont pas les divergences classiques de retournement que tout le monde connaît plus ou moins, c'est d'abord les divergences de continuation de tendance qui m'ont permis de découvrir cet univers des divergences qui sont en quelque sorte des anomalies, pas une anomalie de marché, puisque le marché a toujours raison, mais les indicateurs, à ce moment-là, permettent d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe vraiment, alors que sans l'indicateur, sans ce décalage de comportement de l'indicateur par rapport au cours, on aurait été incapable de voir qu'il y avait une anomalie sur le marché. Voilà. Hmm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, si on part du principe que certaines personnes ne savent pas du tout ce que c'est une divergence, peut-être que c'est bien de faire un petit rappel. Alors toi, en divergence, tu utilises le stochastique lent, c'est ça, ou le stochastique lissé? C'est un stochastique 14.3.5 lissé. Donc, pour ceux qui n'ont pas de lissé, puisqu'il est spécifique à un logiciel que j'utilise depuis toujours, ben, le stochastique 14.3.5, il est parfaitement adapté. En tout cas, c'est celui qui est dans ma stratégie, dans ma façon de travailler. Je ne dis pas que les autres ne servent à rien, mais dans ma façon de travailler, c'est celui qui est le plus pertinent. J'utilise en Ok. parallèle aussi un RSI 14 que tout le monde connaît et qui est là, je dirais, en complément, hein, puisque je pense que vous l'avez compris, moi je suis un obsédé des probabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'amplitude d'un mouvement, c'est la probabilité qu'un objectif se fasse, même si l'objectif est réduit. D'ailleurs, un objectif réduit est potentiellement beaucoup plus probable à atteindre qu'un objectif ambitieux. Et ça n'est pas pour autant qu'on les gagne petit, puisque si vous avez la probabilité de votre côté, il suffit juste de miser un peu plus gros pour compenser ce qui semble être une faiblesse en termes, une petitesse en termes d'objectif, mais avec forte probabilité pour obtenir un résultat hyper efficace, hyper copieux aussi, tout Mhm. en ayant une probabilité très forte. Oui, Donc tout oui, à c'est fait. un stochastique que j'utilise. Voilà, le 14.3.5 plus précisément. Ouais. Ok. Et donc, alors, tu te dis si je me trompe, hein, mais en fait, l'idée de la divergence, c'est, je parle de la divergence classique, c'est Oui. lorsque tu as par exemple un cours qui évolue comme ça en hausse et que en parallèle, bon là c'est pas le cas, hein, mais en parallèle, tu auras un indicateur qui ne suit pas cette hausse et qui au contraire est plutôt baissière. Et donc, si tu vois des cours de plus en plus hauts et un indicateur qui ne fait pas des plus hauts de plus en plus hauts, mais presque l'inverse, eh bien, c'est presque illogique. Et donc, c'est comme ça qu'on remarque une divergence entre, c'est une différence de logique en gros entre le cours et l'indicateur qu'on utilise. Donc ici, le stochastique lissé. Euh, toi, ce que tu la manière dont tu as d'utiliser les divergences, qu'est-ce que tu fais de différent sur les divergences? Alors, dans ma façon de travailler, évidemment, je ne vais pas donner un cours sur ma méthode précisément, mais dans ma façon de travailler, j'utilise des tracés qui vont vraiment de point à point. Ça, c'est une originalité. C'est-à-dire, je ne me contente pas de voir qu'effectivement, il y aurait deux segments qui divergent dans le comportement de l'indicateur par rapport au cours. Tu vois, là, par exemple, là, sur la zone où tu es, regarde les sommets, regarde les deux sommets que tu as, même si j'ai pas une Ouais, vision très, très carrée. Tu vois, ces deux sommets-là. voilà, si tu relis celui-ci avec le Oui, euh, même on voit avec celui le les plus à gauche, oui, le plus à gauche, voilà. Là, à la verticale, mets-toi sur le sommet, sur ce niveau, prends ce en gros, sommet, si je zoome sur ces sommets-là, mais si on euh, zoome, on voit moins bien. Il vaut mieux contracter. Contracte, on voit mieux les angles d'attaque. Si ok. on Alors, prend, bon, en fait, tu as donc trois on sommets prend ici. ces, Voilà. ces deux sommets-là. Alors, et celui-là, voilà. Si tu traces une ligne, un segment qui part du premier jusqu'au troisième, par exemple. Tu vois, je pense qu'il va être très légèrement haussier, à mon avis. Donc, par exemple, Voilà, il on va a être ces deux là ou très. sommets-là qu'on Mais voit tu de cette vois, moi, manière. dans mon tracé, bon, encore une fois, j'attache énormément d'importance. C'est pas juste un segment, enfin, plutôt si. C'est pas une droite, c'est un segment d'un point à un autre. C'est-à-dire que je prends vraiment les sommets, les points les plus hauts des sommets, je les relie.
Et ça a beaucoup d'importance. Alors, gardons-le tel qu'il est là. Bon, on va dire qu'on est horizontal à peu près ici. Alors que si je me mets, et moi je vais comparer. Alors en fait, tu vois, il faudrait partir un peu plus à gauche. Tu veux dire le tracé? Au niveau du, ouais, au niveau de l'indicateur. Non, le démarrage du segment. Mets-toi à l'aplomb. Les segments, pour moi, ils doivent être vraiment à la verticale. Le segment au-dessus du cours, ainsi que le segment au-dessus de l'indicateur doivent être à la verticale. Et je compare Ah, vraiment les extrémités des mouvements. donc C'est tu veux ça qui dire est. par exemple ce plus haut, tu veux dire tu parles de ce top là Alors, si qui est tu dans le pars de haut? là et que tu descends, tu vas sur le sommet, à la verticale du sommet du graphique, tu vas sur le sommet de l'indicateur qui est à Ouais, droite. Le sommet de l'indicateur qui est à droite, là, pas sur le cours, mais l'indicateur, ici. plus à droite encore. Là, voilà, tu vois ce sommet. Ce sommet est plus bas que le sommet précédent. Alors qu'au niveau, au niveau du graphique des chandeliers japonais, tu as, les deux sommets qui sont quasiment équivalents. Enfin, il faudrait comparer le prix, ou Oui, équivalent ou légèrement aussi. C'est ce décalage au niveau des sommets qui a son importance pour moi. Tu vois. oui, ok. Et donc, Ah oui, tu ok, as, c'est comme si c'était comme si on prenait ça comme des chandeliers, comme un prix où on dessine des zones de support, de résistance, et tu vois en fait que il y a une vraie divergence entre ces absolument. sommets-là. Alors, pas sur celui-ci, mais tu pars de la gauche, pars de là où tu es parti, et Ouais, réunis. Ça, c'est la fin du segment. Alors, si on prend les chandeliers japonais, le deuxième cercle que tu as fait à droite, c'est un oui, sommet. Eh bien, va sur oui, l'indicateur et là, tu vas tracer une ligne oblique, en fait, hein, sur l'indicateur, pas une horizontale. Là, oui, tout à fait. là, tu pars sur la gauche et tu verras que tu as un segment qui descend au niveau de l'indicateur, alors qu'au-dessus du cours, tu as un segment soit horizontal, soit haussier. Mais plus, ça, c'est sur la partie gauche. Hein. Raphaël, la partie gauche. Voilà. Ouais. Tu parles de cette partie dans le stochastique, tu veux dire? Oui, mais voilà, ça, c'est la fin du segment. Voilà, là, on est d'accord. Voilà. Donc, tu vois que là, tu as un segment qui descend. Mais tu l'arrêtes sur le sommet qui est, tu l'arrêtes sur ce sommet. Ce n'est pas une droite, hein. Moi, je fais vraiment un segment d'un point A à un point B. Ce n'est pas une droite que je prolonge à l'infini. C'est un point Ah, A, ok. un point B. Voilà. Ok. Tu veux pas que je mince, tu veux pas que je fasse continuer la ligne. Voilà. Non, c'est la différence entre un segment et une ligne, une droite. Ouais, Une ouais, ligne n'a d'accord. pas de limite, un segment a un point A, un point B. Et donc, je compare vraiment le sommet, les deux sommets du cours avec les deux sommets d'indicateurs. Mais Ok. tu dois l'arrêter avant, puisque je compare. Tu parles de celui-ci aussi, faut que je le fasse arrêter avant? Celui du haut? Regarde, regarde le sommet de l'indicateur qui Ouais. correspond au troisième sommet du cours. Plus à droite. Celui-ci? Non, plus à gauche maintenant. Celui du milieu, en fait. Celui-ci alors. Celui-là, voilà. Là, c'est la fin du segment. Donc là, tu as un segment qui devrait partir vers la gauche, mais ça sera une oblique. Tu le fais partir vers la gauche et tu vois que tu as un segment qui descend. Alors qu'au Ouais, niveau ouais. tu vois, là, tu as une divergence baissière. Alors, dans ma méthode, mais tant pis, je vais vous donner plus de clés. Avant cette divergence baissière classique, il y a eu des divergences haussières cachées. C'est-à-dire que cette divergence baissière classique, elle se situe à un endroit, bon, généralement, c'est sur des zones de support ou de résistance. C'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, enfin un petit peu en préambule, mais il ne sert à rien, ça j'insiste bien sur le livre, il ne sert à rien de chercher des divergences si on n'a pas fait un petit travail d'analyse technique pure avant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord analyser le marché, voir où sont les supports et les résistances, et à partir de là, on sait où potentiellement on va trouver des divergences, mais surtout des divergences qui auront du potentiel. Parce que les divergences qui vont échouer, il y en a à l'appel. Et c'est peut-être pour ça Hmm. d'ailleurs que cet outil de divergence est si méconnu et si peu écrit, en tout cas en langue française, c'est le premier livre sur les divergences, bien qu'on Hmm. en trouve dans tous les livres d'analyse technique, il y a une petite rubrique qui fait 2 pages où on parle de divergence, mais comme étant un outil mineur, parce qu'effectivement, je pense qu'il méritait d'être un peu plus approfondi, et sans m'auto-glorifier, j'ai vraiment voulu tirer la quintessence de cet outil. C'est pour ça que, voilà, à un moment donné, il devient hyper puissant, et pour moi, c'est l'outil majeur dans ma méthode. Donc, pour aller vite, là, cette divergence baissière classique, entre guillemets, qui parle d'un retournement potentiel, elle est encore plus probable
si on a fait l'objet d'une tendance haussière, puisqu'elle est censée faire quoi, cette divergence baissière? Elle est censée nous dire la tendance haussière est terminée, je pars à la baisse. C'est un retournement de tendance potentiellement. Eh bien, dans une tendance qui a été haussière, il y a eu des divergences haussières cachées. Alors, haussière cachée, c'est simplement l'orientation des segments qui est là. Alors, c'est vrai que comme je ne peux pas le tracer moi-même, c'est un petit peu handicapant, mais je vais te montrer. Alors, regarde, pose le curseur sur le graphique des bougies. Avant Attends, la regarde, je vais divergence. te donner normalement. Oui, les jours. Alors, 12h40. Regarde 12h40. C'est peut-être mieux comme ça. Regarde la bougie la plus basse de 12h40. Voilà. Tu peux Trace un segment. normalement, tu as la main normalement sur. Ah, j'ai la main? Ah, c'est vrai? Ah, mais alors autant pour moi. Ah, si j'ai la main, excuse-moi, j'ignorais que j'avais la main. Ouais, ouais. Regarde, tu vois, de là. Alors, je ne sais pas si je peux tracer aussi, mais sinon tu peux le faire. Tu veux De tracer là, une oblique ou une. un segment, toujours un segment, une ligne que je trace moi. Regarde, c'est là-haut. C'est là-haut. Ligne trend. C'est ça? Clique dessus. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ouais, regarde, ok, mais j'ignorais que j'avais la main. Ah oui, mais Tu tu veux vois, le je ne faire, veux pas la prolonger. c'est un segment, on garde ça Non, en segment. voilà, garde cette partie-là, simplement. Voilà, ok, OK. ok. Et là, c'est celle-ci, non? Moi, je l'ai Oui. en petit ici. Voilà. Alors qu'ici, regarde, à la verticale, là, j'ai un segment qui descend. Tu vois? On est Ouais. même, on est même en zone de survente ici. Ah, là, c'est pareil. Il faut l'arrêter là, hein? Voilà, ok. Voilà. Tu vois ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un segment qui monte et là, tu as un segment qui descend. Dans une tendance ici qui était haussière. Eh bien, ça, c'est une divergence haussière cachée. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport aux divergences classiques de retournement? Elle ne nous parle pas d'un retournement, elle parle d'une continuation de tendance. Alors, on ne sait pas jusqu'où elle ira. Bien entendu, si cette divergence, elle est au début d'une tendance, elle aura plus de potentiel qu'à la fin. Et moi, je suis fan de métaphores et souvent de phrases qui semblent être un peu provocantes et même foutage de gueule, si vous me permettez l'expression. Quand je dis quand on est au début, il est probable qu'on ne soit pas à la fin, ben écoutez, c'est comme dans plein de choses. Et dans mon livre, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que j'utilise énormément de métaphores, mais ce n'est pas pour le plaisir d'utiliser des métaphores pour justifier ce que je fais. C'est parce que l'expérience de la vie m'a permis de comprendre des comportements humains qui permettent d'exploiter les graphiques financiers. Puisqu'en fait, ces graphiques-là ne sont rien d'autre que le comportement des investisseurs. Hein, c'est la traduction mathématique, je dirais, du comportement des investisseurs qui, eux, ont assimilé toutes les informations d'ordre fondamental ou autre. Et là-dedans, vous avez ceux qui savent faire, ceux qui ne savent pas faire, vous avez les gros, vous avez les petits, vous avez tout. Vous avez les algorithmes, tout est là. Donc, bref, dans cette tendance qui était haussière, à un moment donné, donc cette divergence haussière cachée, elle a provoqué ici un mouvement de hausse. Elle a provoqué un mouvement qui, bon, il faudrait le mesurer, mais je pense qu'on est légèrement plus haut ici que là. Hein, là, on aurait un segment un peu plus, voilà, là tu l'as tracé horizontal, mais en fait, il pourrait même être oblique. Je vais essayer de le faire moi-même, Comme en ça. partant de ce point. Ouais, mais alors, il faut aller jusqu'au troisième, jusqu'ici. D'accord? Ah, tu veux aller jusqu'à un certain point? Jusqu'à là? Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu ce que tu as fait déjà précédemment. Bref, il y a cette divergence haussière cachée, elle a provoqué un mouvement haussier, mais qui s'est stoppé. En général, moi, j'utilise aussi les bandes de Bollinger pour montrer qu'on est sorti ou pas de la bande. On ne va pas le faire là, ça prendrait trop de temps. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La fin de ce segment et là, je donne un tuyau tracé, il n'est pas le tracé habituel. La fin de ce segment, c'est-à-dire le plus bas de cette bougie-là, correspond à un majeur, qui va être un niveau qui va être utile longtemps par la suite. En clair, lorsque la divergence ici pousse à la baisse, le fait de casser ce niveau ici, et ce niveau n'est rien d'autre que la fin de mon segment haussier d'une divergence haussière cachée, vous avez vu que là, le cours est descendu jusqu'ici, mais l'indicateur est descendu là. Vous voyez, en fait, le cours qui semblait être en train de se retourner n'a fait qu'une respiration de cette tendance haussière. On est arrivé en zone de survente, mais il y a eu encore des acheteurs ici qui ont provoqué l'excès et c'est là que le retournement se fait. Eh bien, la cassure ici de ce point bas, ici, valide une figure chartiste qui se forme, qui est un double sommet, tout simplement. Et à ce moment-là, sur la cassure ici, on a une très forte probabilité de pouvoir viser un objectif. Bon, moi, j'ai tendance, quand on veut, comme je le disais à l'instant,
Quand on veut être quasiment sûr d'atteindre un objectif, on ne cherche pas l'objectif principal, majeur d'une figure chartiste. Je ne vais pas chercher à viser 100% du potentiel théorique de Bess, je vais me limiter à 50. Et la probabilité est bien plus forte. À ce moment-là, je peux parier plus gros. Donc, en clair, ici, vous avez une combinaison de divergences. Ok. Voilà, c'est très intéressant. C'est vrai que j'avais pas ce côté un peu, tu prends le plus bas, tu prends aussi le plus haut, tu regardes les sommets, donc c'est une manière Dans de le, voir les là, je fais une divergences qui est petite assez synthèse. poussée. Vous avez à la fois une divergence haussière cachée, au sens de cette tendance qui était haussière, qui a cette tendance à un moment donné, elle s'achève. Voilà, l'indicateur ici est monté nettement moins que ne l'a fait le cours par rapport au sommet précédent. Et ça, ben, c'est très puissant en termes d'information, puisque à ce moment-là, il y a de très très fortes probabilités qu'effectivement on soit sur une fin de tendance et un début de retournement. Alors que si je mets simplement des droites un petit peu partout qui divergent, ça sera beaucoup plus compliqué d'essayer de trouver le moyen d'exploiter ça précisément. Donc, ma façon de les travailler est très précise et chaque segment est posé donc d'un point A à un point B sans rien couper. Bon, celui-ci, il faudrait le retracer, mais bon, pas, je pense que nos auditeurs ont compris. Sans rien couper, c'est-à-dire que c'est vraiment d'un point à un autre point et le segment ne coupe rien, aussi bien le segment de l'indicateur que le segment du cours. Et à ce moment-là, ben, voilà, là, je vous donne un exemple vraiment typique de ma façon de travailler. Bon, moi, je travaille à très court terme, mais à moyen, long terme, c'est pareil, hein, selon l'unité de temps. Le même phénomène va produire les mêmes effets. Et donc là, vous avez un exemple de divergence haussière cachée dans le sens de la tendance. Et vous voyez que quand c'est haussier, on trace, comme pour les supports, on trace sous la courbe des prix et sous la courbe de l'indicateur ici. Et quand on est baissier, on trace au-dessus comme une résistance, en fait. Hein, on trace au-dessus de la courbe des prix et au-dessus de la courbe de l'indicateur. Voilà. Bon, Ok. cet exemple est assez parlant parce qu'il met en évidence une fin de tendance provoquée par les derniers acheteurs. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que là, on n'était pas au début de la tendance. Hein, si on prend ça comme le début de la tendance. D'ailleurs, ici, on a même ici une divergence haussière classique. Je vais la tracer si vous voulez. Intéressante. Est-ce que c'était celui-là? Ouais. Vous voyez, si je pars d'ici, de là, non, dans le tracé? Attends, j'ai pas, Ah bon, il j'ai y a été, un petit temps de ça a latence, on bugué. dirait. On va Non, je n'ai pas recommencer, pris ouais. le bon, peut-être. C'est assez. Attends. J'essaie de le faire. Hop, je te laisse recommencer. Vraiment d'un point A à un point B. Donc, de ce point-là, je le réessaye moi-même. Est-ce que c'est là? C'est Oui. là? OK, parce que je vois assez mal, en fait, ici. Voilà, donc je dois partir du bas de la bougie jusque là. Ok. Bon, voilà, OK. Non, il n'est pas très, très bien tracé. C'est de ce point bas à ce point bas, sans rien couper. Et là, on a une divergence haussière classique de retournement, puisque si je vais de là à là, on voit bien que là, j'ai un segment qui monte sous l'indicateur, alors que j'ai un segment qui descend sous la courbe des prix. D'accord? On a même ici une autre divergence qui est postérieure, qui est une divergence baissière cachée. Et là, les gens qui vont vendre ici, en principe, ils vont se casser la figure, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a déjà des acheteurs sur une divergence haussière classique. Alors, je vais la retracer aussi. En fait, moi, ma façon de travailler, c'est une combinaison de divergences. Hein. C'est ça l'originalité de ma méthode aussi. C'est ça qui donne la très forte probabilité. Alors, vous voyez qu'ici, paf, j'ai un segment qui descend, alors que là, j'ai un segment qui monte. OK? Voilà. Donc, cette divergence baissière cachée, elle est postérieure à la haussière classique. On est bien d'accord? Puisque c'est celle-ci qui s'est produite en premier. Une divergence haussière classique. Bon, je vous passe les signaux de validation, puisque là, c'est avec mes outils, une bande de Bollinger, une moyenne mobile 20, etc. Mais ici, donc ici, on a une force acheteuse. Ici, il y a des gens qui se disent, tiens, moi, je suis toujours vendeur, je pense que ça va baisser, je suis vendeur ici. OK.
Mais vous voyez que la baisse ici, elle échoue à un moment donné. On ne parvient pas à faire un bas plus bas. Eh bien, à ce moment-là, ce niveau-là, et c'est ce que je vous disais un petit peu dans l'exemple ici, ce niveau-là, on pourrait tracer une ligne horizontale. Alors, une horizontale, ça serait… Est-ce que tu peux la tracer si tu la vois Oui, elle est ici. Trace une ligne horizontale sur ce point-là. OK. Sur ce point-là, Le plus haut de la bougie. C'est ça. Voilà, là, et voilà. une ligne OK. horizontale. Et Trace-la, voilà, absolument. Eh bien, voilà. Donc, ici, ça, comme je vous le disais, comme ici, ça donne des niveaux. Ce niveau-là, les 7517 points, le franchissement de ce niveau-là valide, valide une force acheteuse considérable. Parce qu'ici, il y a des gens qui se sont plantés, qui ont vendu, pensant que la baisse était toujours d'actualité, sauf que cette divergence baissière cachée, elle se produit après une haussière classique. Cette haussière classique, c'est censé être une fin de tendance baissière, un début de hausse. Pour les ventes, ça a été ici, à un moment donné, il n'arrive pas à faire un bas plus bas, en fait. C'est une baissière cachée qui va échouer parce qu'elle se produit après une haussière classique. Et ça, c'est une tuerie, parce que ce niveau de prix-là, une fois qu'on le franchit à la hausse, on a un super signal d'achat. Je ne sais pas si je suis le assez clair signal ici. ici, alors Donc, le vous voyez que dans signal les deux d'achat, exemples qu'on vient de montrer, donc en gros, tu le signal d'achat, constates, ça va être une clôture au-dessus de cette ligne. Voilà. en gros, tu constates dans un premier temps en fait, à ce niveau-là, tu constates la divergence haussière, mais Baissière. tu décides Alors, d'entrer en position non pas sur un retracement, mais sur une cassure du plus haut, c'est ça? Genre à ce niveau, par absolument. exemple. Dans la mesure, absolument, absolument. Et ça valide d'ailleurs une figure chartiste, même si elle n'est pas belle ici, c'est de la famille des doubles creux, hein. Moi, c'est pour ça que souvent, bon, là, c'est même pas une tasse à séquence, mais ça aurait pu être une tasse à séquence. Vous voyez, un creux important, bien que là, on c'est normalement plus, voilà. Ça reste de la famille des doubles creux. Moi, je mets tout ça à la même sauce, que ce soit une tasse à séquence, une tasse à séquence inversée, un Ok. double creux ou une épaule tête épaule, ou une épaule tête épaule inversée. Tout ça, c'est de la famille c'est la famille des figures de retournement. Et lorsqu'effectivement on casse la ligne de coup ici, hein, puisque là on aurait pu tracer l'horizontale là, on aurait eu un creux et un deuxième creux. Lorsqu'on casse en clôture, à ce moment-là, on a une très forte probabilité d'avoir une amorce de tendance très puissante. Et à ce moment-là, on peut travailler avec Fibonacci pour fixer Ok. les objectifs, puisqu'on a validé une figure chartiste qui, elle, par définition, et c'est l'intérêt des figures chartistes, est morcelée de 50, 68, par exemple, hein. Donc là, Hmm. c'est typiquement le cas d'école où on a une combinaison de divergences qui ne disent pas la même chose. Il y en a une qui provoque un excès. Alors, parce qu'on aurait pu avoir cette divergence, on aurait même pu l'avoir avant, hein, puisque dans une tendance, pour faire simple, dans une tendance baissière, par exemple, il y a des moments où le marché retrace. Sauf que on n'est pas devin, on ne sait pas si on a affaire à un retournement ou à un simple retracement. L'intérêt des divergences, c'est de pouvoir se rendre compte déjà très rapidement qu'on a simplement affaire à un retracement et pas à un retournement. Donc, s'il y a un retournement, un retracement, c'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure dans mes débuts, hein. J'avais une tendance baissière, je suis vendeur. À un moment donné, ça remonte. Mais je vois que l'indicateur, toute proportion gardée, monte plus que ne le fait le cours. À ce moment-là, il y a de très fortes chances que la tendance baissière ne soit pas achevée et que cette hausse-là ne soit qu'un retracement. Et c'est la divergence baissière cachée qui, elle, va donner l'opportunité de repartir à la baisse dans le sens de la tendance initiale qui est baissière. Et donc, si on a cette baissière cachée qui provoque encore un mouvement, et voire même un excès au sens où on fait un bas plus bas sur le cours, ce n'est pas le cas de cet exemple, hein, mais on fait un bas plus bas, c'est là qu'on peut avoir éventuellement une divergence haussière classique de retournement. En clair, les baissières cachées dans une tendance provoquent, enfin, sont, je dirais, la conséquence d'une respiration de marché. Elles donnent des opportunités pour rentrer dans une tendance baissière qui est déjà en place, mais à un moment donné, il y a la cachée de trop. Il y a celle qui va générer encore un mouvement, qui va être certainement le dernier mouvement. Et comment on le sait que c'est le dernier mouvement? On va le savoir parce qu'on va se rendre compte qu'à ce moment-là, le cours descend plus que ne le fait l'indicateur.
et c'est là qu'on verra apparaître une divergence haussière classique de retournement. Donc, les divergences cachées accompagnent la tendance à la hausse ou à la baisse, hein, selon le sens dans lequel se trouve le marché. Et les divergences classiques, à un moment donné, sur la dernière cachée qui a provoqué un excès, provoquent une situation de marché propice au retournement de la tendance. Là, en l'occurrence, je ne vous parle pas d'une baissière cachée qui a précédé, je vous parle d'une baissière cachée qui a succédé à cette haussière classique. Ce n'est pas le même esprit. Moi, je préfère avoir une cachée qui précède la haussière classique parce que la baissière cachée qui précède, elle matérialise l'excès. Là, il s'agit simplement de retardataires qui pensent que la tendance est toujours baissière, qui ne connaissent pas la notion de divergence, qui pensent que ce retracement ici, pensent que cette hausse n'est qu'un retracement qui est une opportunité de repartir, de prendre une position vendeuse. D'ailleurs, il y a eu une baisse quand même, mais vous avez vu que cette baisse, elle n'a pas généré de bas plus bas, elle n'a pas prolonger la tendance baissière par la suite, cette baisse était vouée à l'échec, pour ainsi dire. Et le meilleur moyen d'exploiter ce qui finalement est bien un retournement de tendance ici, qui a déjà été amorcé par cette divergence haussière classique de retournement de tendance à la hausse. Donc, le meilleur moyen d'exploiter avec une forte probabilité ce mouvement de retournement, c'est d'attendre patiemment, parce qu'on n'est jamais sûr, hein, qu'au terme de cette divergence baissière cachée qui a permis donc à des pensant que la tendance est clôturée au-dessus de ce qui sera finalement une ligne de coup, hein, d'une figure chartiste en double creux ou en épaule-tête-épaule lorsqu'elle est validée. Enfin bref, une figure qui elle-même va nous donner un objectif théorique de hausse. D'ailleurs, tu vois, si on mesurait de là à là et qu'on le reportait à la hausse, tu vois qu'on ne serait pas loin de 100% ici. Bon, à vue de nez. Okay. Mais on n'est pas obligé de viser 100% puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, moi, je préfère viser moins et beaucoup plus probable que viser 100% très improbable. Et au final, l'important, c'est quoi? C'est d'atteindre l'objectif fixé. Et puis, si la probabilité est forte, eh ben, il suffit de parier plus gros, quoi. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Pourquoi viser 100% avec X, hein, avec 60% de probabilité, si en visant 50%, on a 87% de probabilité? Eh bien, moi, je vais appuyer sur le champignon, je vais effectivement, tout en respectant quand même un money management, je ne suis pas en train de dire qu'il faut y aller comme un fou furieux, mais plus vous avez une probabilité d'atteindre un objectif, plus vous pouvez vous permettre le luxe de parier un peu plus fort. Sinon, quel intérêt d'avoir des probabilités? C'est un peu ça. En été, ben, même s'il ne fait pas beau le matin, il y a des fortes chances que vous ayez quand même du beau temps et que vous puissiez vous baigner peut-être l'après-midi. Ça ne sera pas l'hiver, vous n'irez pas skier pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, c'est comme ça que ma démarche intellectuelle, elle permet ensuite d'être retranscrite sur les graphiques. Et donc là, vous comprenez, Raphaël, vous comprenez pourquoi la fin du segment, pour moi, a une importance majeure. Parce qu'elle me donne un point précis, elle me donne un niveau précis que je vais exploiter pour prendre des signaux. Si je trace simplement une droite ici qui descend, OK, je vais voir qu'il y a une divergence, mais ça ne m'en dit pas plus. Vous voyez? Ça ne m'en dit pas plus. Là, je vais beaucoup plus loin dans l'exploitation de la divergence parce qu'elle me donne un point précis. Dans tout ce qu'on a vu au préalable, cette façon de tracer les divergences, qui est juste en elle-même, elle vous donne moins d'informations précises, elles permettent moins d'avoir des vrais signaux et de construire une vraie méthode, une vraie stratégie. C'est ce que je fais en fait. Ok. On me pose la question, tu parlais donc d'utiliser des retracements de Fibonacci. Je suppose que c'est des extensions pour avoir des Oui, objectifs, c'est ça? oui, autant pour moi. Oui, Par c'est des exemple, extensions. Là, dans ce cas de figure, effectivement, c'est des extensions de Fibonacci. je ne sais même pas Pour, si on a utilisé voilà. les extensions. Il faudrait qu'on ait… ah oui, c'est ça, on peut rajouter. Tu te déplaces, Donc, je par pense que tu peux le exemple, je vais déplacer. comme… Pardon? Oui, en déplaçant les paliers au-dessus de la ligne de coup, tu retrouves les niveaux, a priori. En fait, il faudrait que j'utilise… c'est quoi? C'est 161%. Oui, tu peux faire 161, ça donne une extension de 61 par rapport à la ligne de coup. Mais sinon, tu traces comme si c'était un retracement depuis la ligne de coup sur le point bas et tu déplaces le tout, tu le positionnes au-dessus de la ligne de coup et ça devient des extensions en quelque sorte. Ok. Donc là, en gros, je prends… Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, je prendrais ce…
Non, c'est pas ça. Mais en fait, je ne sais pas si tu peux déplacer carrément toutes les lignes. Voilà, c'est ça. Et Si, donc, donc tu mets faudrait que je vraiment, dépasse tu à mets ce le 0 niveau-là. sur la ligne de coup. Voilà, absolument. Ben voilà, tu vois, en fait, ça atteint. Bon, là, il est un peu, il est à l'envers parce que tu as le 23,6 en haut, mais Ouais, ça fait rien. Il faudrait avoir le 23,6 en bas, 38,2, 50. Et au final, bon, au final, on a fait. ouais. euh, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais le mettre différemment. Je vais le faire plutôt comme ça. Et ensuite, non, ça change pas. C'est toujours 0. Comment je me suis débrouillé? Bon, mais le 50%, il y est de toute façon. Bon, ok. Et l'autre, Je c'est un petit peu plus. Bon, vois. moi, évidemment, c'est pas les outils que j'utilise, donc je ne peux pas le faire là, moi, mais. Ouais, ouais, non, mais ok. En tout cas, Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est c'est ça. l'exploitation des figures chartistes avec les extensions de Fibonacci qui permettent donc de matérialiser ce que tu as fait là, même si c'est pas Ouais, parfait, mais enfin, eh bien, on voit bien les paliers qui sont pertinents. Donc à ce ouais, moment-là, ouais, ben, à ce moment-là, moi je vise c'est là où tu 50%. vas prendre tes objectifs, ok. Et Absolument. en termes d'unité de temps, en fait, là, j'ai montré donc, un graphique du CAC futur sur 5 minutes. Toi, généralement, tu les utilises sur quel, Alors, ça marche unité? sur n'importe quel horizon de temps. La même logique graphique de combinaison de divergence, etc., va être possible, exploitable sur n'importe quel horizon de temps. Moi, je fais du day trading, du court terme. Donc, je travaille principalement avec un 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Là, cet après-midi, il y avait un super signal. D'ailleurs, tu peux même le mettre sur le PX1, enfin bon, sur le CAC, graphiquement. Moi, je travaille sur des CFD, etc. Mais donc, sur le 5 minutes, il y avait une haussière cachée qui a précédé une baissière classique et la ligne de coup, elle passe sur 7524 points. Je sais pas si c'est le CAC ça. Ah, mais non, là, tu peux pas être aussi précis parce que là, tu parles d'un CFD et chaque CFD a un Oui. prix spécial. Enfin, Non, non, mais c'est le prix que j'ai sur mon logiciel, sans le nommer. C'est sur le logiciel. ouais, Je mais parle pas. c'est le CFD, par exemple, d'IG derrière si tu utilises Pro Real Time. Et IG, ils ont leur propre cotation du CAC, c'est pas le Non, CAC. non, je n'utilise pas IG. Je travaille avec un logiciel pour real time, effectivement, tout le monde le fait. Enfin, ceux qui me suivent sur mes analyses, sur mes interventions financières pour real time. Et après, c'est avec un autre broker. C'est deux choses totalement séparées. Là, le prix que Ah, je te donne, c'est sur le logiciel d'analyse technique pro real time pur et dur. À 7524. C'est pas le prix du broker. Enfin, cela dit, c'est pas le prix futur, je veux il y a- dire. il y a un point Du... d'écart. Hein, mais graphiquement parlant, sur un chandelier, sur les chandeliers en 5 minutes, sur le 7524, effectivement, tu avais une haussière cachée, ensuite une baissière classique. Et donc, la cassure du 7524 à la baisse sur un graphe en 5 minutes, validé ce que je suis en train de te montrer là, mais à la baisse, hein, bien entendu, hein, sur un double sommet, cassure de ligne de coup, il y a eu un petit pullback, et au final, on est même allé à 100% de l'objectif théorique de baisse. Euh, D'ailleurs, c'est exactement ça. D'ailleurs, on est là, tout à fait. C'est un peu ça. Voilà, le bas de cette bougie, c'est exactement ça, puisque je l'ai moi sur mon graphe. Je l'ai exploité moi cet après-midi. Hein, c'est un signal hyper clean, quoi. Hein. Je vais le regarder. Donc, c'est la bougie en 5 minutes, la bougie de 14h15, effectivement, de 14h15 à 14h20. Oui, ça va être celle-là. Et Ouais, c'est donc, ça. voilà. Voilà. Donc, tu vois que c'est la bougie. C'est là où j'insiste. Là, j'espère que les auditeurs sont conscients de ce qu'ils apprennent là, parce que ça fait. C'est une des forces de cette façon de tracer les divergences. C'est que ça vous donne un point précis. C'est pas juste un segment, une droite comme ça qui part. OK, on voit qu'il y a une anomalie. OK, ça diverge. Et après, donc là, ce point précis, c'est ce qui va permettre d'avoir la validation du signal en clôture en dessous, quoi. En clôture en dessous, moi j'ai mon signal de short, bien entendu. Alors Donc, tu après, il y veux a eu un dire petit par pullback. là, c'est le signal en dessous de ce niveau de prix. Donc, quand tu dis en Absolument. clôture, Là, la en clôture, clôture, là, on est sur un 5 minutes, je suppose, là. donc ça peut être par exemple celui-ci ou plutôt. C'est la clôture, attention, c'est la bougie qui clôture. Donc là, c'est bougie rouge et la Je première sais pas en si la clôture. clôture vraiment, non, on est pile poil Alors, moi, je vais dessus. te dire, c'est qui clôture. Là. Moi, parce que j'ai mon écran ici sous les yeux, hein, dans mon outil. Je vais te dire tout de suite. Alors, là, j'ai fait un petit. Voilà. La bougie qui clôture, c'est celle de 15h35.
Elle clôture à 7523 points, donc elle clôture en dessous du 7524 et elle me donne mon signal de baisse. Et si on fait les extensions de Fibonacci de ce double sommet, en passant par la ligne de coût qui est le 7524, donc la fin du segment de la divergence haussière cachée, donc cette figure en double sommet, là tu vas pouvoir le vérifier toi-même, elle donne un objectif en extension de Fibo à la baisse, elle donne 7506 comme 100% d'extension Fibo à la baisse de ce double sommet. Eh bien, on est allé le taper, on est allé légèrement en dessous, mais on est allé le taper. Bon, moi, je suis sorti avant, comme je vous l'ai dit, moi, je ne vise pas les 100%, mais là, il se trouve qu'on a fait 100%. Tu peux le mesurer. Tu veux dire, par exemple, là, sur ce retracement-là? Oui, alors, la ligne de coup, prends la ligne de coup qui est le bas de attention, ta ligne de coup, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là, ta ligne de coup. La ligne de coup, excuse-moi, pardon, c'est la fin, parce que je ne vois pas bien, mon écran est un petit peu petit. La ligne de coup, elle est là, elle passe ici, pas là. Ah, autant pour moi. Ah oui, oui, autant pour moi. 100%, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ce que, OK. La ligne de coup, elle passe sur 7524 points. OK. Et voilà, donc là, c'est à à 17h35, OK, que ça casse. Et donc là, c'est la position que j'ai prise moi à la baisse. Sauf que moi, je suis sorti avant, bien sûr. Ouais. OK. C'est compris. Ouais, c'est vrai que ça fait Voilà, une mais grosse extension. là, moi, normalement, elle fait 100%. Moi, j'ai 100% sur mon. Elle doit faire 100% normalement. Bah, elle est quasiment à 100%. Elle est quasiment à 100% parce qu'elle. D'accord. Moi, ouais. Le 100%, il est à 7506 et le marché, donc la bougie la plus. Alors, attends, parce que j'ai un autre ordi ici. Sur le futur, en tout cas, c'est 7511 le plus bas. D'accord, oui, parce qu'il y a un décalage avec le futur, absolument. Mais voilà, pour te dire, voilà, une haussière cachée qui provoque un excès, l'excès, on fait un haut plus haut. Bon, là, en l'occurrence, sur ton graphe, il est moins flagrant, mais en fait, on va dire, tu as un haut horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. En revanche, tu as un gros décalage avec la divergence baissière classique, enfin, le segment baissier que tu as ici au niveau de l'indicateur. Là, ça descend bien. Donc, ce décalage-là met en évidence qu'on a fait un excès. Eh bien, là, on a construit tout simplement un double sommet, un sommet et un deuxième sommet. Et la ligne de coup, et c'est là où j'insiste sur cette façon de travailler qui est hyper pointue. Bon, là, je suis en train de vous donner beaucoup trop. Mais ça, c'est mon côté généreux. Bon, c'est comme ça. je plaisante. Donc, la ligne de coup, elle est là, quoi. Elle est là et vous savez exactement où elle est. C'est la fin du segment de la divergence haussière cachée parce que c'est un segment qui a un point A et un point B. Si j'avais tracé une droite là, je n'aurais jamais vu, je n'aurais pas eu cette pertinence-là. Et cette ligne de coup, elle va vous être utile même par la suite. Même une fois cette position prise, vous remarquerez que par la suite, bon là, ça part forcément pas dans l'immédiat, mais peut-être que demain ou après-demain, vous aurez encore ce niveau-là, donc les 7524, qui auront une pertinence. Parce qu'à cet endroit-là, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un retracement au niveau du cours, qu'il y a eu des acheteurs qui ont cru que ça allait s'envoler, qu'il y a eu des acheteurs qui ont sans doute gagné de l'argent s'ils ont su se retirer à temps. Parce que bien entendu, la tendance, on ne s'est pas envolé. On a fait un mouvement de hausse à la suite de cette haussière cachée. Mais, j'allais dire, c'était la dernière possibilité de prendre une position haussière avec confiance. Mais elle s'est retournée puisque la tendance, comme je dis, on n'était pas au début. On n'était pas au début de la tendance. La même configuration au début de la tendance aurait certainement n'aurait pas généré une baissière classique. Vous voyez oui, si vous allez vous baigner un 15 juillet, même s'il y a un gros orage, bon, vous avez encore 2 mois d'été devant vous. Si vous allez vous baigner un 15 septembre et que vous avez un gros orage, il se peut que ce soit la fin de l'été et qu'au final, ce sera la dernière possibilité de se baigner. Bon, voilà, ça c'est une métaphore. Elle est parfaitement bien décrite et détaillée dans le livre, bien entendu, parce que je m'amuse avec ça. Mais ce n'est pas un amusement, c'est très sérieux et ça permet surtout d'être efficace dans la pédagogie, dans l'explication. On n'est pas juste formateur pour en mettre plein la vue aux gens, quoi. On est formateur pour transmettre. Et pour transmettre, il faut que l'interlocuteur comprenne. Et pour qu'il comprenne, s'il y a des métaphores qui vont bien, il les comprendra. Et donc, il retiendra la leçon. Bon, le livre est moins cher que la leçon, mais bon, ça fait rien. On est content de la fin. En parlant d'ailleurs de leçons de coaching, si des gens veulent se former aux divergences, est-ce que tu proposes quelque chose, des services de coaching, parce que je sais que tu coaches Absolument. personnes. Alors, Comment est-ce que ça se passe? C'est pas simplement se former aux divergences.
comme vous l'avez compris, les divergences sont le cheval de bataille de ma méthode, c'est le Oui. noyau dur, c'est par les divergences que je vais prendre des signaux à très forte probabilité. Mais ces divergences-là sont dans un contexte d'une formation bien précise, avec d'autres outils qui sont les bandes de Bollinger, avec leur moyenne mobile 20, avec une moyenne mobile 8 courte. Mais effectivement, ce n'est pas juste apprendre à travailler les divergences, c'est une vraie méthode construite autour des divergences et qui, effectivement, permet d'avoir des signaux et donc une efficacité. Mais oui, je fais de la formation, bien entendu. Alors, ce qui est, pour être efficace, je dirais que beaucoup de gens que je forme dernièrement sont des gens qui ont déjà pas mal d'expérience et qui viennent chercher un petit plus et qui sont un petit peu férus de divergence ou d'autres choses. Et si vous avez vraiment déjà de l'expérience en analyse technique, que vous savez tracer droite de tendance, que vous savez voir des supports et des résistances, que vous savez ce qu'est une bande de Bollinger, une moyenne mobile 20, bon, en 2 jours, c'est une formation qui est déjà destinée à des personnes qui ont de l'expérience, pas un débutant. Un débutant, il faudra 4 jours en formation individuelle à minima pour toute la partie théorique et 5 jours si on est en groupe. Enfin, je fais beaucoup d'individuels. Donc, pour faire simple et répondre à votre question, Raphaël, si vous avez déjà de l'expérience et que vous voulez vraiment une méthode très pointue dont le noyau dur sont les divergences, bien entendu, sur 2 jours en formation individuelle, en présentiel ou à distance, selon les possibilités, selon les disponibilités, eh bien, moi, je suis ravi. C'est une formation qui coûte 1 990 € TTC sur 2 jours en formation individuelle. Si elle se fait en groupe, mais encore une fois, je ne suis pas, vous voyez, je ne cherche pas, je n'ai pas une école de formation. Moi, je suis un artisan, comme j'ai voulu vous le montrer là, un artisan qui aime des choses bien faites et un travail bien pointu. Donc, en formation individuelle sur 2 jours, si vous avez cette expérience-là, effectivement, vous allez ressortir avec quelque chose de très costaud. Là, je vous ai donné quelques informations, bien entendu, dans un contexte qu'on n'a pas gratté plus que ça, mais c'est d'une grande précision. Donc voilà, 1990, si vous avez déjà de l'expérience, vous savez déjà ce que sont tous ces outils, et 3 600 € TTC sur une formation. Si vous n'avez pas d'expérience, si vous connaissez à peine les journalistes japonais, il faudra 4 jours en formation individuelle pour arriver au même niveau que celui qui a déjà de l'expérience, mais qu'il atteindra en 2 jours, bien entendu. Mais pour ne rien vous cacher, et j'aime bien travailler avec des gens qui ont déjà de l'expérience, bon, parlons d'excellence, bon, ça serait prétentieux de dire ça, mais oui, j'apporte vraiment une vraie plus-value à des gens qui ont déjà un peu de l'expérience, mais qui rament un peu et qui vont acquérir une façon de travailler les divergences de façon très pointue, très technique, avec une vraie méthode bien calibrée. On sait exactement où on rentre, on sait exactement ce qu'on vise, on sait exactement où on met le stop. C'est pas, vous voyez, c'est très, très, très pointu et efficace donc. Donc voilà. Ok, excellent. Bon, bah, merci Antoine pour cette présentation, pour cette démonstration, surtout qui a été extrêmement poussée sur un exemple concret. On n'a pas pris un exemple, on a pris un exemple plus ou moins au hasard, qui était le dernier exemple de la journée d'aujourd'hui, du 8 octobre. Absolument. C'est une position que j'ai prise moi-même à la baisse tout à l'heure en appliquant ma méthode, tout simplement. Mais c'est intéressant parce qu'on voit déjà que sur a priori en fait sur n'importe quelle session de trading, sauf exception, on arrive à trouver des divergences, mais beaucoup de divergences et ensuite il faut la filtrer pour ne pas prendre toutes les divergences dont tu parles. Il faut ajouter d'autres outils. Tu parlais de Bollinger, de moyenne mobile, mais c'est vrai que en tout cas c'est intéressant de voir sur un exemple concret ta vision des choses, ta vision aussi des divergences, parce que c'est vrai qu'on a tous des angles de vue qui peuvent être différents sur les divergences. Je me permets de profiter également du sujet qu'on aborde ce soir pour vous montrer également que, donc là, la plateforme qu'on utilise, c'est NanoTrader. NanoTrader, comme vous le savez, on développe beaucoup de programmes sur cette plateforme, beaucoup d'outils. Et parmi tous les outils qu'on développe, on a développé 4 styles de divergence. On a les divergences qu'on appelle Aaron Market, qui est une stratégie complète de trading, dont vous avez tous les détails ici sur l'utilisation, enfin sur la prise de position, sur la clôture de position, etc. Donc c'est basé sur l'indicateur, c'est pas stochastique, hein, c'est Aaron, mais bon, ça peut être intéressant en tout cas à découvrir. Vous avez également des divergences sur les bougies, sur des figures de bougies, pareil,
en fait, qui utilisent les divergences pour donner des signaux de trading. Vous avez, même chose, des divergences sur l'indicateur DMI. Et enfin, vous avez, ce n'est pas une stratégie clé en main, c'est un signal de trading qu'on a développé d'ailleurs avec Eric Lefort sur le MACD. Donc, pareil, vous avez la possibilité comment dire, de déclencher automatiquement des signaux de trading lorsqu'une divergence apparaît sur le MACD. Je crois que j'avais ouvert un graphique ici, donc le même graphique du CAC 40, dans lequel on utilise le signal qui s'appelle L comme Eric Lefort MACD divergence. Et donc, typiquement, lui, ce qui a été programmé, c'est donc un MACD classique dans lequel, en fait, on note des divergences. Donc, je crois que la divergence ici, c'est, alors, c'est pas du tout le type de divergence à la Antoine, hein, mais c'est une divergence, je crois, ici, c'est de l'automatisme. Alors parfois, c'est pas forcément pertinent, mais je prends la dernière en date avec certainement un prix, je pense, qui a augmenté et un MACD qui baisse. Donc, ça fait une divergence baissière. Ça vous donne le signal ici, vous le voyez matérialisé avec une bande rouge. Et ensuite, bah, vous avez, ça c'est du backtest sur, je sais pas si ça c'était hier, mais bon, avec un stop, un take profit qui est dessiné. Vous voyez, le signal, il se fait sur cette bougie ici avec le triangle. Et donc, bon, bah, là, pour cet exemple, là, ça a clôturé sur un gain. Est-ce qu'on a une autre? Après, il y en a beaucoup, hein, c'est pas toujours intéressant, mais là, même chose, hein, vous voyez un autre signal de vente qui, à nouveau, est clôturé en gain. Donc, on signal qui a été déclenché directement à l'ouverture. Bref, voilà, et ce signal-là, typiquement, bah, lui, il a été clôturé en perte. Mais bon, bref, vous avez plein de signaux que vous voyez dans cet indicateur où dès que vous voyez une barre rouge ou verte, ça veut dire que c'est signal d'achat ou de vente. Donc, vous avez plein de signaux où, évidemment, je n'ai pas fait de backtest pour vous donner le résultat, hein, mais très certainement que le résultat il doit être perdant parce qu'il faut évidemment compléter, comme disait Antoine, compléter cela avec d'autres indicateurs, avec des filtres de tendance, avec des choses qui vont un peu plus loin que juste la divergence classique qu'on connaît tous. Mais au moins, ça vous donne de la matière où vous pouvez avoir des outils sur NanoTrader qui peut vous donner comme ça des divergences sans pour autant passer la position, mais au moins le côté repéré, parce que toi, Antoine, tout à l'heure, il a trouvé des divergences où celui qui n'a pas l'œil habitué à guéri, il n'aura peut-être pas remarqué. Donc là, c'est bien que vous ayez voilà, quelque chose qui se fasse automatiquement. Voilà, ça c'était le petit plus que je voulais vous montrer pour sur NanoTrader. Voilà, écoutez, je ne sais pas si, enfin, je regarde s'il y a des questions. En tout cas, je suis très content d'avoir abordé ce sujet ce soir. C'est un sujet qu'on aborde assez rarement, à vrai dire. Et je suis très content d'avoir, comment dire, d'avoir invité un spécialiste qui a publié un livre récemment que je vous conseille. C'est pas très cher, hein, ça reste un livre très abordable et qui vous permettra, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur les oscillateurs et leurs divergences. Merci Antoine pour cette présentation. Je te souhaite le meilleur et puis bah, peut-être à une prochaine fois au salon ou dans les soirées de la FAT ou dans d'autres webinaires, on ne sait jamais. Absolument. Merci Voilà. Raphaël. Bientôt. Je t'en prie. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.